Domitil à l'âge de 15 ans. Moi, je suis très triste parce que là, je viens de perdre ma mère et c'est pris chez mon parrain à Sanary. Et il y avait justement François Mitterrand. Et c'est le premier homme qui m'a dit que j'avais de beaux yeux. J'étais très triste et je lui ai joué du piano et je lui ai récité du Verlaine. Il était ravi. Et qui a peint ce tableau? C'est un Pognat, c'est un peintre japonais hollandais. Et c'était une esquisse et en fait mon parrain lui a dit de ne plus bouger parce que c'était parfait, il ne fallait pas terminer, il ne fallait pas poursuivre. Voilà. Et puis alors juste à côté, l'une de tes aïeules, tu m'as raconté une anecdote. Bon, pas dire de bêtises, mais c'est une famille 4 mères, dont Marc-Étienne 4 mères a été guillotiné pour avoir humilié le peuple par ses bienfaits. J'en parle dans mon livre parce que c'est une histoire absolument fabuleuse. Et je comprends très bien ça. Parce que c'est pas d'être guillotiné pour ça, mais comment on peut humilier en voulant faire la charité quand on a bonne conscience. Moi je suis gentil, moi j'ai l'argent, moi je te fais. Faire l'aumône sans humilier celui à qui tu donnes, c'est très difficile. Or il faut donner. Mais donner est l'acte le plus subtil que je connaisse. C'est beaucoup plus facile de recevoir. Non, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui préfèrent donner que recevoir, parce que donner, on est redevable d'un merci. Or que recevoir, on dépend de l'autre. Mais j'aime les deux, moi j'adore recevoir et j'adore donner. Pas de problème. Tu me fais un cadeau, aucun problème. Domitil Marbeau, Fong Brentano, merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette jolie maison demeure familiale à Neuilly. Bonjour. Ah non, j'ai passé. J'ai tiqué sur Neuilly, ça faisait trop Bettencourt. Et pourtant, c'est ici que c'est à Neuilly que nous sommes. Oui, mais c'est le ton avec lequel tu l'as dit. Pourquoi Parce qu'on est dans les Bettencourt jusqu'au cou. Et voilà. Bon. L'écho répété des vagues, le premier roman de Domitil paru il y a tout juste quelques mois. On s'était rencontrés à cette occasion à Metz, à la librairie Isler Even, pour évoquer la sortie de ce livre, qui a été qualifié de roman. C'est plutôt un roman autobiographique, parce qu'on y parle beaucoup de la petite fille que tu as été, de la jeune femme que tu es devenue aussi. Que s'est-il passé dans ta vie alors depuis? Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une femme, en l'occurrence, ou d'un homme, peu importe, la sortie d'un premier livre, l'apparition d'un premier livre? Alors je vais revenir sur le mot roman, auquel je tiens beaucoup. Parce que pour moi, c'est pas l'histoire qui importe, c'est la manière dont c'est traité. Et j'ai traité avec des personnages que je mets en scène, et de manière romanesque, en faisant affluer plein de choses, des odeurs, des couleurs, des souvenirs, des sons, des images. Et ce n'est pas une autobiographie, puisque l'intérêt du livre, ce n'est pas l'histoire, c'est tout ce qu'il suggère, les questions qu'il pose et tout ce qui peut faire écho chez le lecteur. Comme disait Voltaire, le meilleur livre est celui dont l'auteur écrit la moitié. Et j'espère que ceux qui l'ont lu en ont écrit une partie. Alors, la deuxième question, qu'est-ce que ça m'a apporté? Des rencontres comme des gens comme toi, puisqu'on s'est vu exactement le 19 octobre à Metz, et tu as eu envie, et moi aussi, de se retrouver, de reparler, d'échanger. Entre-temps, grâce à Facebook, il y a quand même des échanges qui se font avec les personnes qui m'ont interviewées. Et puis également des rencontres avec d'autres auteurs. Et ça a été peut-être pour moi la chose la plus extraordinaire, je dirais même magique. J'imaginais, connaissant plus le milieu littéraire, je connaissais bien à 20 ans, mais plus du tout, que les auteurs entre eux étaient jaloux, concurrents. Bon, alors évidemment, il y a les grands, les locomotives, ceux-là, pas de problème, on ne les voit pas, on n'existe pas. Mais tous ceux dans les salons qui sont à leur premier, deuxième, troisième roman, j'ai vraiment senti entre nous, peut-être que je suis idéaliste, une réelle complicité d'être dans la même barque et de partager la même passion de la littérature. Et certains sont aussi devenus des amis. Et c'est tout un faisceau de liens qui n'est pas basé sur la profession, qui n'est pas basé sur l'argent, qui n'est pas basé sur l'intérêt, mais sur l'amour des mots. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà. On peut étendre ça même à des personnes qui
qui sont connus, qui ont pignon sur rue et qui n'ont pas écrit qu'un ou deux livres. Il y a de belles histoires aussi, on en parlera tout à l'heure peut-être. Hein. Oui, on va peut-être lever le voile tout à l'heure sur une amitié qui est bien là, qui existe entre toi et une dame dont je te laisserai le soin de dire son nom tout à l'heure. C'est quelqu'un qui, dans le domaine de la littérature et de la culture, est quand même quelqu'un de très connu, d'important. Mais c'est une exception, de brillant. Une personne comme elle, je vais la nommer, que j'aime profondément, Diane de Margerie, que j'ai découvert par hasard. Je reconnaissais comme ça de loin en loin, mais je ne l'avais jamais côtoyée. La dernière fois que je l'avais vue, je crois que j'avais 15 ans. Et je lui ai envoyé mon manuscrit et elle m'a tout de suite répondu, disant qu'il fallait le travailler. Et je trouve que cette générosité, cette ouverture aux autres, cette main tendue est quelque chose de tellement rare et tellement exceptionnel que ça mérite de lui rendre hommage. Oui, parce que c'est vrai que ça mérite vraiment de le signaler. L'écho répété des vagues, donc à l'état de manuscrit à peu près 3 ans avant sa parution, oui. Il a été envoyé à Diane de Margerie, qui a eu l'immense générosité de le lire, ce que tous les auteurs, tous les écrivains n'auraient pas fait, qui t'a répondu et qui m'a dit il faut travailler. Et voilà. Absolument, c'est ça, c'est travailler. C'est amusant parce que j'ai écouté récemment la grande librairie Umberto Eco, à qui on lui demandait comment il écrivait un roman. C'était hier, ce moment C'était jeudi dernier. Et c'est amusant, il a expliqué, moi, un livre, quelquefois, il faut 10 ans entre deux livres, parce que je vis que mes personnages, il faut que ça vienne, je sais où je vais, mais je ne sais pas par quel chemin je vais arriver au but, et je vis avec. Et je comprends très bien qu'un livre, le prochain, c'est quelque chose que j'ai commencé à écrire il y a 30 ans. Et je suis en train de complètement réécrire, mais la base était faite il y a 30 ans. Et le fait de reprendre un manuscrit écrit il y a si longtemps, avec tout ce qui s'est passé depuis, fait qu'il y a une distance extraordinaire et que ça devient à la fois quelque chose qui ne m'appartient plus, et que je vais retravailler comme si je volais le texte à quelqu'un d'autre. Et c'est une expérience assez, je vais trouver le mot exact, assez jouissif, c'est le mot à dire. Voilà, c'est assez extraordinaire quand même. Alors, tu parlais de couleurs tout à l'heure. Est-ce que le bleu a une grande importance dans ta vie? Le livre commence par toute une citation comme ça de plein de mots, aigle marine, en rapport avec le bleu, bien sûr. Non, attention, bleu marine, aujourd'hui, ça a une connotation particulière. Aigle marine. Attention, je ne vais pas parler de bleu marine. Ah non, bleu marine, c'est pas pour moi. Non, j'ai bien dit aigle marine, azur, céruléen, lapis lazuli, etc. Le bleu de la mer, le bleu de l'océan également. Je pense aussi à la maison de la Baule. D'ailleurs, le chapitre est quasiment, oui, en partie consacré à cette couleur bleue. Alors, qu'est-ce que c'est que cet amour du bleu, cette histoire avec le bleu? C'est exactement ce que je vais t'expliquer par rapport au côté romanesque. Dans une autobiographie, on ne va pas faire une page entière sur le bleu et se poser la question de quelle couleur était le ciel le jour de ma naissance. Et c'est à partir de là où, en fait, j'étais à Sénanque et j'ai suivi des séminaires de l'actuel rabbin, qui n'était pas encore rabbin, Gilles Bernheim, qui disait qu'il était venu à Sénanque la première fois parce qu'il était amoureux du bleu de Sénanque. Et pourquoi je pensais au rabbin Gilles Bernheim? Mais je suis partie sur le bleu de Sénanque et j'avais envie de décliner tous les bleus et de me dire, quand on est en pleine guerre, quelle couleur pouvait être le ciel? C'est la grande question toujours qui m'est venue, c'est comment pouvait-on fabriquer un enfant sans accident, volontairement, après la rafle du Veldiv, quand on n'est pas juif, bien sûr, on ne risquait pas d'être raflé, mais mettre au monde un enfant, moi je ne pourrais pas. C'est une responsabilité, je trouve, une inconscience totale de la part de mes parents. Je ne leur en veux pas, mais ça a toujours été une très grande interrogation. Et en fait, on se rend compte que pendant la guerre, les gens faisaient des enfants, comme s'ils se raccrochaient à un espoir de vie, comme si ces enfants étaient quelque chose de magique qui allait les réconcilier avec les hommes et leur permettre d'affronter tout ce qui s'est passé. Mais ça fait peser sur ces enfants une telle responsabilité que j'ai personnellement, vécu difficilement, je dirais même douloureusement. Et encore aujourd'hui, je le ressens. Une responsabilité de témoignage que je n'ai pas connue, mais se dire je suis vivante quand d'autres enfants qui seraient nés en même temps que moi ne sont plus là pour le dire, parce qu'ils sont partis en fumée. C'est des questions graves. Et c'est pas un roman, ça. Vous voyez? Tu vois ce que je veux dire? C'est à partir de questions comme ça, de sa propre naissance, qui est une chose vraie,
on démarre sur autre chose. Et je crois que tous les livres que l'on écrit, même si ce sont des fictions, comme disait Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, c'est toujours autobiographique. Comment veux-tu qu'on puisse écrire quelque chose qu'on n'a pas vécu? Et mon premier amour était comédien. Et je me souviens très bien, était l'élève de Dulin, que quand un acteur travaille un rôle, il doit puiser en lui des émotions, des sentiments pour pouvoir le transposer dans le personnage qu'il joue. Mais s'il n'est qu'intellectuel, ce sera mauvais. Il doit lui-même, s'il pleure, penser à des choses douloureuses qu'il a vécues. S'il rit, penser à des choses heureuses qu'il a eues. Et je pense qu'écrire, c'est pareil. Et en fait, en écrivant, je me sentais plus que musicienne, un peu peintre. C'est-à-dire qu'avec 26 lettres, j'avais comme 7 notes de musique, ou toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'allais avec les mots, avec mon ordinateur, avec une palette, essayer de faire un tableau. C'est très visuel ce que j'ai fait, d'où le bleu que tu vois. Le bleu, la musique des mots et la couleur des différents bleus. Comme on ferait un tableau, Yves Klein par exemple, qui est souvent bleu, voilà. Le bleu Klein. Alors, le bleu marine, justement, sans faire de raccourci hasardeux, le bleu marine me fait forcément penser à un passé un peu douloureux, surtout pour nous qui sommes en Alsace-Moselle. Ton grand-père, à qui tu voues toujours aujourd'hui une grande vénération, est né à Estrelzet, pas très loin de chez nous, au Luxembourg, en 1867. Et c'est ce grand-père qui t'a initié à quelqu'un, à un compositeur qui compte beaucoup pour toi, Richard Wagner. Oui. Et là, on parlait des enfants juifs, malheureusement, tout à l'heure, de tous ces événements dramatiques qu'on a pu connaître. Wagner a toujours cette importance. Oui, le prochain livre, c'est pas à Bayreuth. À Bayreuth, oui, on en avait parlé un peu. Et pourtant, tu as aussi découvert un jour que Wagner avait été récupéré par un régime. Je ne sais même pas si j'ai découvert un jour, j'ai le sentiment de l'avoir toujours su. Évidemment qu'à 4 ans, je ne le savais pas. Mais il y a des choses qui font partie de vous-même. Vous dire à partir de quand est-ce qu'on l'a découvert, c'est impossible. Mais c'est vrai que mon grand-père était médecin gynécologue. Et dans son cabinet de consultation, alors qu'il n'exerçait plus à l'époque, il y avait des armoires énormes, que des disques 78 tours. De tout, il y avait aussi bien des chansons, comme Tout va très bien, Madame la Marquise, et puis tout Wagner. Et sa mère, juste une parenthèse, on peut le préciser, était une femme de lettres très connue. Ah, c'est pas sa mère, c'est sa tante. Sa tante. Sa tante ou grande-tante. Bettina von Arnim. C'était la tante de sa mère. Je croyais que c'était sa mère. Non. Autant pour moi. Non. Donc une dame qui adorait Goethe. Sophie Brentano, qui était sa mère, était la nièce de Bettina von Arnim et de Clément Brentano, le grand poète romantique allemand. Et son père était luxembourgeois. Et donc, il me faisait écouter Wagner, et je me souviens d'être dans ses genoux, sur ses genoux, et... Alors on ne sait pas aussi, est-ce que c'était le fait d'être dans ses bras qui me faisait aimer Wagner? Est-ce que l'amour de Wagner est lié à son odeur à lui? C'est pour ça que je dis c'est un roman, on n'en sait rien. Peut-être, ça j'ai pas inventé, mais comment je revisite la mémoire? Des personnes m'ont dit, mais comment peux-tu écrire tes souvenirs à partir de 3 ans? Parce que le livre, ça se passe de 3 à 15 ans. La mémoire, c'est quelque chose d'étonnant. On tire sur un fil, puis vient plein de choses. C'est comme la Madeleine de Proust. Il se passe plein de choses. Il y a tout un univers qui se recrée. Et on a le sentiment de devenir magicien. C'est-à-dire de créer un monde avec des personnages qui sont des personnages de ma famille. Mais ils prennent une autre allure. Ils sont revisités par l'écrivain, par la narratrice. Et ça devient un roman. Donc je tiens au mot roman. C'est très étonnant quand même. Une petite fille de 4-5 ans de 4 ans, qui est sensible comme ça à la musique de Wagner, qui est quand même pas une musique très douce. Moi, quand j'avais 14 ans, je passais aux yeux de mes amis pour un alien quand j'écoutais les Valkyries ou Tannhausen. La mort d'Iseut, c'est tellement beau. Je l'ai réécouté l'autre fois dans le cadre d'une cérémonie où j'avais fait une colonne d'harmonie. Et en écoutant les premières notes, c'est de Carlos Kleiber. J'ai des larmes aux yeux. C'est quelque chose qui... Et à Bayreuth, c'était étonnant, c'est qu'en fait, pendant la tétralogie, ou le prélude de l'Ardurin, avoir les yeux pleins de larmes, alors le maquillage qui coule, après il y a l'entracte, il faut être très belle, etc. Et le maquillage qui coule, c'est pas gênant encore, la musique, de pleurer, parce que ça ne bouge pas les oreilles. Mais quand il m'arrive la même chose au musée des Offices à Florence, ça c'est gênant, parce qu'on ne voit plus rien. Et c'est étonnant. Je change de sujet, mais que j'ai vu La naissance de Vénus, tableau qu'on connaît par cœur. Et quand on le voit en vrai, comment dire en vrai,
comme diraient les enfants, en vrai. Et tout d'un coup, ça vous saute à la figure. C'est pas du tout pareil qu'une reproduction ou dans un livre. Un livre, c'est pour étudier une peinture. Enfin, je ne sais pas si tu aimes la peinture, moi j'adore. C'est pour étudier, c'est pour analyser. Il n'y a pas d'émotion. Mais dans un musée, il se passe quelque chose. Et quand on se retrouve face à un tableau, il y a comme une énergie qui se passe entre la toile et vous, et une rencontre. Et là, je pleure. Je pleure au cinéma, en lisant, à l'opéra, mais jamais à la vie. Et c'est un drame. Parce que pouvoir pleurer, c'est évacuer des émotions. Alors, je rentre tout. Et ça, c'est comme ça qu'on peut se faire des très graves maladies. Il faut laisser les gens pleurer. J'ai fait la réinsertion professionnelle et quand je voyais quelquefois des chômeurs qui avaient les larmes aux yeux, je leur disais, mais pleurez, vous avez le droit. Pas interdire. Il ne faut pas pleurer, il faut être un héros, il faut être courageux. Non, on a le droit de pleurer, on a le droit de rire. Il ne faut pas tout le temps se freiner avec des sentiments, être lisse et, comment dire, parfaitement correct. Je pense qu'on trouvait le mot pour ça. Mais politiquement correct, oui. Dans les sentiments, sans être impudique, il faut exprimer des choses. D'ailleurs, un livre est toujours impudique, mais il ne l'est pas parce qu'il est l'art ou la littérature, les mots, transforment cette impudeur en quelque chose de généreux. C'est pour ça qu'un livre n'existe que s'il est lu. Contre les larmes, est-ce que tu as scié les buvards? Parce que tu as collectionné les buvards, tu collectionnes toujours les buvards? Non, parce que vous écrivez au bic maintenant, au stabilo, je ne sais pas comment dire. Moi j'ai un stylo à encre. Ça m'a fait beaucoup rire, ce passage consacré à cette collection de buvards. C'était des buvards qui étaient chez les pharmaciens, oui, tous les médecins. On les a connus, il fallait. Oui, c'était merveilleux, c'était des buvards pharmaceutiques pour faire la publicitaire. Bon. Et mon grand-père en avait plein, il était déjà mort, mais j'adorais. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait une tache. Donc j'allais les récupérer en patin à roulettes avec des copines, et on faisait des échanges de collection. On les échangeait contre des 40 bars. Enfin, ils avaient une valeur en matière de 40 bars, pas de sous évidemment. Et j'adorais ces buvards, c'était toute une truc merveilleux. Et c'est ça qui m'a beaucoup amusé, c'est que grâce à ces buvards, justement, tu étais une petite fille très assidue dans ses études, parce que tu ne voulais surtout pas les tâcher. Donc tu faisais attention à ne pas faire de fautes. Absolument. Puis moi, c'était arrivé en même temps le stylo bic dans les années 50. On n'a plus de plumes. Je me souviens encore, quand j'étais enfant, les bâtons avec la plume qu'on traîne comme ça, et avec plein de taches à côté. Mais c'est toute une époque. Et ça aussi que j'ai voulu dans ce livre, c'est peindre une époque qui n'existe plus et qui, pour mes enfants, et les petits-enfants sont trop petits, là, ils ont 9 mois, mais c'est complètement l'Antiquité, enfin c'est la préhistoire. Alors, ces deux enfants derrière toi, justement, je voulais qu'on en parle un peu, parce qu'ils sont très très mignons. Un garçon et une fille, des jumeaux, Orphée et Timothée. Donc ce sont tes petits-enfants. On est reçus en famille aujourd'hui dans cette maison. Il y a le chien qui n'est pas arrivé. Le chien va venir, ah oui, je tiens vraiment à ce qu'on voit, le chien il est adorable. C'est un chien avec un petit museau tout rose. Rose parce qu'il vient du Vietnam. Et je ne sais pas si au Vietnam ils ont des museaux roses, mais les bichons en France ils ont des museaux noirs. Oui, c'est vrai. Je préfère les museaux roses. Oui, il est très très amusant avec son museau rose. Des mots qui m'ont bien fait rire aussi parce que pour moi, venu d'un autre temps, ma mère les connaissait, ma mère sait ce dont il s'agit. Je sais de quoi tu vas parler. Mais moi, je ne l'avais jamais entendu jusqu'à avoir lu ton roman de robe à smock et de bloomer. Oh, ça c'est une histoire horrible. Parce que ma grand-mère avait des amies qu'on appelait les bonnes amies, qui étaient des femmes juives qui avaient échappé, s'étaient réfugiées à la déportation, et leur métier, c'était de faire des robes d'enfants avec des smokes. Ça existe encore, hein, ça fait un peu bourge. Si on en trouve chez Franck et Fils, c'est des trucs comme ça, c'est de la broderie. Oui. Bon. Et les bloomers, c'était des petites culottes bouffantes qu'on mettait sur la culotte petit bateau, sous la jupe, de manière, quand l'enfant faisait une culbute, c'était assorti à la robe. Et alors on me soulevait ma robe pour montrer le bloomer et j'étais horriblement vexée. Je tirais comme ça sur mon truc, je trouvais ça hallucinant. De même que quand j'étais petite et que je bronzais, ma grand-mère baissait mon maillot de bain pour montrer comme j'avais bronzé. Et j'étais absolument horrifiée. Je ne le serais plus aujourd'hui. Si, peut-être, parce que j'ai plus l'âge de montrer mes fesses. Justement, parlons-en. Domitil, non pas la femme, mais la petite fille de tous les paradoxes, qui tire sur sa jupe pour ne pas montrer donc son fameux bloomer.
mais qui se lave les fesses avant de se rendre chez le photographe pour une photo de classe. Mais là j'ai 6 ans, et ça fait hurler de rire ma sœur, parce qu'elle arrive chez moi à l'heure du déjeuner, et j'étais sur le bidet en train de me laver les fesses. Et qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Tiens, voilà le chien. J'ai dit non, on fait la photo de classe après-midi. Ça l'a fait hurler de rire en me disant, on va pas te photographier les fesses. Mais je comprends ça. C'est qu'autant vous photographiez le visage, on a envie d'être propre partout. Et j'avais le sentiment que si j'avais les fesses, ça se verrait sur ma figure. Mais ça, bon, c'est des fantasmes d'enfants, c'est tout. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je ferais pareil. À propos de tenue vestimentaire, si on te mettait un gland vert sur la tête, on t'appellerait Monseigneur ou... C'est aussi une anecdote très drôle. Ça, c'est très drôle. Mais en fait, il est très drôle du début à la fin. C'est mon père qui était un personnage assez original, qui ressemblait plus à un copain qu'à un père. J'en parle peu dans le livre. Et d'ailleurs, en écrivant sur ce plan-là, ça m'a complètement réhabilité mon père, qui était un homme un peu écrasé par sa femme. On en parle peu, mais on sent quand même une grande tendresse. Oui, mais c'est le livre. Il est très présent quand même. Oui. Et il me disait, à quoi reconnaît-on voilà le chien. Ah, tu viens, Fifi? On va voir le chien. Viens me voir, ma chérie. Pareil du gland vert après. Viens, ma bibi, je viens là. Allez. Alors, le chien de Domitil qui revient de sa petite promenade. Il est vraiment adorable. Voilà, alors, le petit museau rose. Voilà, le petit chien merveilleux. Bon, c'est mon chien Taigo qui va être complètement amoureux. C'est mon chien qui adore. Alors, il est venu dans les salons avec moi, il a signé avec moi. Il a les bouquins, il adore les livres, il regarde chaque livre qui arrive. Voilà. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'écrivains, comme un de mes amis, Pierre Savosky, qui adore les chiens, qui a 2 chiens. On les trouve sur Internet. Molly et l'autre, comment il s'appelle il y en a 2, lui, les Molly. S'il voit l'émission, j'écorche le nom de ces chiens, il ne sera pas content. Mais ils sont très, très, très beaux. Alors, pour en venir au gland vert... Cette jeune fille, comment s'appelle? Alors, elle a 2 noms. Si on est musicien, c'est Lulu, à cause de Lulu de Berg. Si on est... c'est pas le nom que donnait mon fils. Si on aime la littérature, c'est Lucie, à cause de Musset. D'accord. Alors, bon, peut-être qu'elle aura un bouquin que je ferai sur elle. Avec ce ça s'appellera La promenade du chien. Qu'est-ce qui se passe quand on promène un chien? Quelles rencontres on fait? Quand d'autres chiens se rencontrent et que les patrons des chiens se voient, c'est très très amusant. C'est souvent, on ne connaît même pas le nom des maîtres. Moi, j'appelle les personnes que je croise Madame Tequila, Monsieur, voilà. Monsieur appelle du nom du chien généralement. Alors avec son petit museau rose, très très mignonne, c'est vrai que c'est pas commun, elle vient du Vietnam. Alors, elle est arrivée à Ho Chi Minh Ville, elle a été achetée sur le marché de Saigon, voilà, par mon fils qui l'a rapportée. Elle avait 6 mois. Bon, pour en venir au gland vert, mon père posait des questions, c'est une manière de nous rendre intelligents. Alors c'était quel est le plus petit pays du monde? Je te pose la question, qu'est-ce que tu vas me répondre? Je dirais, moi j'aurais dit le Vatican. Oui, ah bravo, ça je ne savais pas. Quelle est la capitale de l'Albanie? Oh, je l'ai su. Alors là, je vais me faire discuter par des copains, parce que j'ai plein de copains albanais en plus. C'était Tirana. C'était des questions comme ça qu'il avait, je le connaissais par cœur. Et à quoi reconnaît-on un évêque? Tu as lu le livre, donc si tu savais pas, tu dirais quoi? Je saurais. Qu'est-ce que tu dirais? Alors, on a dit la bague, dit non. Sans l'avoir lu, oui. La calotte, j'ai du mal avec les vêtements sacerdotaux, je les confonds tous. Après, non, en plus, il y a des couleurs pour chaque occasion. Il porte un gland vert ici. Et mon père, c'est vrai, quand il racontait ça, était tellement, il adorait son oncle, il avait un oncle évêque. Il était le dernier enfant d'une famille de 6 enfants où il y avait 4 filles et 2 garçons. Et son oncle, qui était le frère de son père, il le considérait comme son père spirituel. Il est mort avant son mariage, donc forcément, je ne l'ai pas connu, je suis née très tard dans le mariage de mes parents. Mais j'étais persuadée que c'était mon grand-père. Je disais, mon grand-père est évêque. Alors évidemment, ça faisait rire tout le monde. Parce que comme c'était le père spirituel de mon père, j'étais persuadée que j'étais la petite fille de Monseigneur Marbeau, d'où Marbeau, qui est le nom de mon père, et Fongratano, qui est le nom de ma mère, d'où les 2 noms, qui est un hommage à la famille. Famille, je vous aime. Comme te l'ont demandé parfois tes enfants, je vais aussi te poser la question. Raconte-moi ta maison. Cette fameuse maison la maison de la Baule, enfin, qui n'existait plus que tes enfants n'ont pas connue, mais la maison de ta tante qui était voisine. Je vais te faire rire. C'est une maison qui a quand même une certaine importance. Terriblement. Et c'est vraiment, tout a été dit sur la maison par Bachelard, donc c'est très difficile après Bachelard de parler de la maison. Il dit que la maison tient l'enfant dans ses bras. Non seulement cette maison, j'y suis née, en pleine guerre, mais c'était une maison qui rassemblait toute la famille. Donc toute la famille de ma mère, c'est-à-dire son frère,
pas sa sœur, parce que sa sœur avait épousé un homme qui avait une maison pas très loin, et il y avait 18 chambres, et tout le monde se retrouvait l'été. Et c'était un moment de partage. Ça n'existe plus, parce que la famille est maintenant un peu éclatée. C'était assez fabuleux. Et je ne peux pas l'évoquer sans avoir même des larmes qui viennent aux yeux. Et j'ai imaginé, quand j'étais enfant, me dire, un jour, cette maison n'existera plus, parce qu'elle est tellement grande, quand ma grand-mère sera décédée, on ne pourra pas la garder. Et je reviendrai, et je reverrai les choses. Et je l'imaginais. Et cet instant est arrivé en octobre, puisque j'étais invitée aux rencontres des écrivains de la Baule, qui étaient en hommage, sous la présidence de Jean d'Ormesson. Et c'était très amusant parce que le journaliste a fait une table ronde autour de mémoire, histoire, tradition, et me pose des questions sur, je ne sais plus, qui ne m'ont pas particulièrement inspirée. Donc j'ai voulu recentrer sur la maison, en disant le ciel n'a pas changé, les odeurs n'ont pas changé, la tour rouge qui n'a jamais été rouge est toujours noire parce qu'elle a été rouge avant la guerre, mais elle a toujours connu noir, est toujours là. Quand je foule le sol, c'est les mêmes sensations sous les pieds. Mais toutes les maisons qui étaient au bord de mer ont été rasées et transformées en immeubles. Et ces immeubles qui se vendent 10 000 € le mètre carré, c'est le Sarcelles du Riche. Et il y a eu un dans le public, et d'autres ont applaudi, et du coup après j'ai vendu plein de livres. Mais ça fait un certain remous dans la salle, parce que c'est affreux de voir que pour des raisons de mercantile, on abîme un bord de mer. Tout cet endroit, plage Benoît à la Baule, est complètement protégé parce qu'il n'y a pas de route. Et il y avait un chemin de sable chaud, je me brûlais les pieds, et maintenant il y a une dalle magnifique, on pourrait lécher par terre. Ça a été verni tellement c'est beau, une dalle rose, très belle, c'est très, très joli. Mais c'est plus pareil, quoi. Alors on dit autrefois de mon temps, c'est pas ça. C'est que j'aime bien les choses brutes. Et quand mes grands-parents ont fait construire cette maison, ce terrain, une maison avec un étage et à chaque enfant il y en avait un, on m'a demandé mais pourquoi ils ont choisi la Baule. C'est parce que mon grand-père était très lié avec Collet, qui était un compositeur et qui était un ami du groupe des Six, qui avait une maison qui est restée aujourd'hui et encore de la taille des maisons qui étaient faites en 1905-1910. Et c'est une des rares, perdue au milieu d'immeubles qui sont limités en hauteur quand même. Ça, c'est juste, mais c'est affreux. Alors, te parler de cette maison... c'est un peu difficile. C'est difficile, il faut lire le livre. Oui, c'est sûr. La maison de ta tante existe toujours? Non, elle était aussi... comme elle est décédée en 1990, ça a été beaucoup plus récent. La nôtre, celle de ma grand-mère, 67. Qu'est-ce qu'on ressent quand on Tu dois retourner à la Baule de temps en temps? Je ne voulais pas y retourner. J'imagine. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Pas retourner, je veux pas y retourner. Alors je peux y retourner hors saison. Parce que j'ai le sentiment, à tort bien sûr, que ces gens qui ont acheté des appartements, ce sont comme des vautours qui auraient volé, c'est un sentiment, volé, violé mon espace, approprié l'air que je respirais. C'est affreux de penser ça. Surtout que mes premiers souvenirs, c'est la Baule après la guerre, où tout était détruit. Notre maison avait échappé au bombardement, mais on jouait... pas aux cow-boys, aux Indiens, aux nazis, aux résistants, avec mes petits copains, mes petites copines. On se torturait dans les blocos. Alors, les enfants, c'est cruel. Hein. Bon, et puis, les maisons ont été construites sur les blocos parce qu'on ne pouvait pas les faire sauter. Donc, vous avez des maisons sur des blocos, c'est un peu bizarre. Bon, voilà. Alors, derrière, c'est pas du tout abîmé, parce que sur le plan commercial, les maisons qui ne sont pas en bord de mer ne valent rien. Donc vous avez encore des maisons qui sont classées, qu'on ne peut pas détruire, qui datent du début du siècle. Tu étais très différente des autres petites filles, à tous les niveaux, hein, d'ailleurs, des petites filles en général et de tes deux sœurs, c'est bien ça? J'avais 3 sœurs, mais trois sœurs. J'avais 12, 16 et 18 ans de plus. La plus âgée qui t'appelle toujours mon petit pouce. Celle qui vit, mon bébé. Mon bébé, oui, ça m'amuse également. Oui, très différente.
de par ton comportement de petite fille, parce qu'on va en parler, tu te mettais un petit peu en marge, C'est-à-dire, peut-être pas volontairement, mais et je aussi vivais qu'avec des ton adultes. prénom aussi. Il faudrait Oui. que tu m'expliques un peu l'origine Bon, de ce prénom latin, alors que tes autres sœurs ont finalement des prénoms tout à fait plus, on va dire communs, Patou, par exemple. Euh, voilà, au milieu de cette fratrie, une seule enfant porte le prénom de Domitille. Et moi, voilà. ça m'a... Tu vois, ce peintre des Des Vallières Vallières. était un grand ami de mon grand-père. Mhm. Et mon grand-père avait des tableaux de lui. Et j'en ai deux ici, qui sont là. Je ne sais pas si tu les vois. Oui, Ou... C'est un élève de Rouault, tu vois. d'accord. Et puis il y en a un autre ici. Bon, pas grave, c'est une association. Voilà, un autre. D'accord. C'est une annonciation. Bon. Et sa fille s'appelait des Vallières. Avoir un enfant 12 ans après la dernière fille, mes parents étaient sûrs que je serais un garçon. Donc je devais m'appeler Emmanuel, comme le fameux oncle évêque. Grand-oncle évêque pour moi, oncle pour lui. Donc je ne savais pas comment m'appeler, et ils trouvaient ce prénom joli, ils l'ont appelé comme ça. Domitille, il y avait Domitille des Vallières, donc on m'appelait Domitille. Et c'est vrai que des enfants, quelquefois, n'aiment pas être différents des autres. Mais quand j'étais petite et qu'on ne savait pas c'est quoi ce prénom, et encore maintenant, c'est merveilleux, je signe Domitille, tout le monde sait que c'est moi. Si je signais Daniel, Dominique ou Catherine, ah laquelle? Ça m'arrive de recevoir des cartes postales, Catherine. J'en connais plein de Catherine. Et en classe, tout le monde s'appelait ou Catherine ou Marie-France. Bon. Et Domitille, il n'y en avait qu'une. Et j'avais le sentiment d'exister, voilà, prendre ma place. Ça flattait mon ego et ça continue. Par ailleurs, ça se prononce Domitille à la latine, parce qu'en latin, ville, Achille, Priscille, on ne dit pas Domitille, on ne dit pas Myrtille, on dit Domitille, si on veut respecter l'étymologie latine. Et alors justement, pour revenir à des Vallières, je te trouve quelque chose qui va t'amuser. Voilà. Dans mon livre, je parle de ce tableau. Oui. Alors, qu'est-ce que C'était c'est très que ce très tableau? grand, et dans la salle à manger de la Baule qui donnait sur le Remblai où les gens passaient à pied. Et quand je jouais du piano, moi j'étais persuadée comme pour Brassens, quand Margot dégarpait son corsage, tous les chats, tous les gens du village étaient là. Ce tableau faisait la Voilà. dimension du mur. Et moi je pensais qu'on était là pour écouter moi en train de jouer du bac. Pas du tout, on était là pour voir cette femme nue, que moi j'adorais, mais que mes sœurs, certains membres de la famille n'aimaient pas parce que ça attirait trop l'attention. Et quand j'ai dû le décrire dans le livre, j'ai eu beaucoup de mal. Mais pour moi, c'est une très grande tendresse. Il a été évidemment parti à la mort de ma grand-mère, je ne sais pas où. Bon, et c'est un tableau de des Vallières qui était une femme nue, qui était gigantesque dans le salon à la Baule, donnant à la vue de tous les passants. Qui s'en offusquait d'ailleurs souvent. S'en offusquait et puis qui se rinçait l'œil. Bon, mais je ne trouve pas du tout. Aujourd'hui, ça paraît. Oui. Bon, On ne se passerait plus l'œil là-dessus aujourd'hui, je non, crois. non, c'est une naïade. Et personnellement, je l'aime beaucoup, mais c'est peut-être lié à des raisons affectives. Voilà, donc j'ai eu besoin de faire revivre ce tableau. Et c'est vrai qu'en écrivant un livre, on fait revivre beaucoup de choses. Et on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, ce tableau, alors. Il est mis en salle des ventes, privée. je pense, Ouais. je ne sais pas. C'est incroyable qu'une œuvre puisse comme ça. Là, ça vient de chez mon grand-père. À peu près Les forains qui sont disparaître là, sans- tout ça, ça vient de la famille. Et je suis très sensible à la transmission. Récemment, j'ai perdu mon ex-mari et j'ai retrouvé chez mon fils des choses qui étaient chez lui. Et c'est un grand bonheur pour moi de voir que c'est pas une question de posséder, mais que ça a une vie qui passe, parce qu'on vit avec les œuvres avec lesquelles on est. C'est pas anodin, l'appartement, je veux dire. Ça peut être rien, des murs nus, des gens qui ne veulent rien du tout. D'autres, des lithos, d'autres, des choses achetées aux puces, bon. Et puis, des objets qui sont... Par exemple, là, j'ai une bibliothèque avec des objets, ça vient de chaque pays où j'ai été. Il y a quelque chose qui vient de Caracas, d'autres de Mérida au Venezuela, d'autres du Kenya, d'autres d'Israël, d'autres voilà, d'Égypte. Et chaque fois, quand je regarde, je voyage avec les objets. Et puis quelques livres anciens également derrière toi. Et bon, alors, tous ces livres anciens, ça vient en partie de chez mon grand-père. Et ça, Julien Gras, j'ai une dédicace de lui. C'est trop mignon. Parce que j'avais été l'interviewer quand je travaillais à France Culture. Et j'avais le château d'Argol et je lui ai demandé dédicace. Et
il ne savait pas, est-ce que c'est celui-là Oui, si, c'est celui-là. Et il ne savait absolument pas, une dédicace, je ne sais pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Mais c'est vraiment une dédicace un peu décevant, je crois, du style hommage de l'auteur. Je vais regarder ce qu'il a mis. Hop. Moi, je l'avais acheté en salle des ventes. Où a-t-il mis la dédicace? Voilà. Pour Domitil, en souvenir d'une rencontre, rue de Grenelle. Hommage et sympathie. Julien Gras. Une photographie, dédicace. Parce qu'en fait, le livre était illustré par un ami graveur qui s'appelait François Luneven, qui était un grand ami de Bernard Noël, l'écrivain, et qui s'est suicidé. Donc je voulais absolument acheter ce livre en salle des ventes. Et j'ai expliqué à Julien Gras que c'était important pour moi, il me dédicace. Il ne voulait pas, il me dit je ne sais pas faire. Mais, on constate qu'effectivement, il ne sait pas bien faire. Il ne t'avait pas montré. Dire que les dédicaces que j'ai, c'est tous les écrivains que je connais. Donc la dédicace en hommage de l'auteur, je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt. En revanche, quand il y a une rencontre avec un écrivain, qu'on a un peu parlé avec lui, qui vous met une dédicace très personnelle, bon, ça a un sens. On est tout à fait d'accord. C'est bien la raison pour laquelle j'ai apporté aujourd'hui mon exemplaire de l'écho répété des vagues. Et je vais te mettre au travail tout à l'heure. J'aime bien savoir ce que lisent les gens, ton livre de chevet, le livre que tu voudrais garder. Si tu ne devais en garder qu'un, si tu devais garder seulement un livre, seulement un disque, lesquels seraient-ils? Un seul livre. Ou quelques-uns, deux, trois. Un seul livre, ce serait la Bible, parce qu'il y a tout. Oui. C'est banal de répondre ça. Autrement, peut-être la recherche. Alors, on oublie la Bible, voilà, À la recherche du temps perdu, Proust, dont on va reparler avec Diane, justement. Oui, c'est difficile parce que un livre qui comprend tous les autres, peut-être Les Mille et une nuits, c'est difficile. Et on me dirait un seul disque. Je réfléchis. Peut-être des leaders de Strauss. De Richard Strauss, Tristan et Isolde. Oui, j'attendais. Mais dans les livres, c'était amusant, il y a une émission qui n'est jamais passée. On m'avait demandé de choisir des extraits musicaux. C'est pas passé, je ne sais pas pourquoi. Je crois que la personne qui devait faire le montage a tombé malade. Et j'avais choisi La mort d'Isolde, bien sûr, et j'avais choisi également Jeanne Boucher, Tonneguer. Parce que c'était un grand choc quand j'ai entendu à 11 ans, la première fois l'opéra. Il y a aussi quelque chose, un oratorio que j'aime beaucoup, Oedipus Rex de Stravinsky, donc c'est très varié. Hein. Je veux dire, vous dire qu'est-ce qu'on choisit comme musique, non, j'aime et Mozart et Wagner, et Puccini, et Verdi, et Richard Strauss, et Bach, et Schumann, et Liszt. Je peux pas te dire, c'est pas possible. Pourquoi choisir un plus qu'un autre? Pourquoi pas? Mais ça permet aussi parfois de découvrir un peu davantage de la personnalité, de l'âme d'une personne. Alors j'aime beaucoup l'opéra, j'aime beaucoup la musique vocale, et je préfère de beaucoup la musique de chambre à la musique symphonique. Alors moi j'ai quand même envie de te demander pourquoi Proust, si tu devais faire un choix de livre, pourquoi La recherche du temps perdu, qu'est-ce que ça a d'aussi particulier à tes yeux ou à ton Très cœur? sensible à l'écriture, très sensible à la peinture d'une époque et à toute la confusion au bon sens du terme des sentiments humains. D'accord. Enfin, on a dit des tellement belles choses sur Proust. Je laisse à Diane de Margerie le soin de t'en parler. Elle le fera beaucoup mieux que moi parce qu'elle a écrit plusieurs livres sur Proust. Oui. Proust et l'Obscur, qui est un livre magnifique. Et La Maison de Proust, dans une collection où elle a fait aussi La Maison de Gustave Moreau, qui sont deux livres superbes. Bon, eh bien, on peut parler un peu des projets peut-être avant d'aller visiter, parce que tu m'as promis de visiter, faire visiter ta bibliothèque. D'accord. On va aller voir un peu, on va essayer d'en voir un peu davantage concernant ta lecture. Est-ce qu'il y a des projets dont on peut déjà parler ou d'autres qui sont seulement à l'état de projet, donc que tu préfères? Oui, un certain nombre. Deux projets, un roman que je reprends, qui a été fait il y a 30 ans, que je revisite complètement aujourd'hui, qui s'appellera Le baiser de Fasolt. Fasolt, c'est le géant de la tétralogie. Et c'est comme
une histoire, une unité de temps, de lieu et d'espace. Ça se passe à Bayreuth. Le temps, c'est du jour. Du jour à Bayreuth, en 78, au moment de la production chez Boulez, qui était un moment assez exceptionnel. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui sont dans le public et dans la tête des chanteurs qui sont sur la scène et comment ça se mélange. Voilà. L'autre, c'est un livre d'entretien, je préfère pas en parler tout de suite. Voilà, on va garder le secret. En tout cas, c'est un très très beau projet qui va donner naissance, j'en suis sûr, à un très bel ouvrage. Juste avant d'aller visiter la bibliothèque, Oui. on m'a promis une dédicace. Oh J'espère là qu'elle là. sera. Alors, je vais le faire là-haut pour le faire avec un vrai stylo. Avec un Mont Blanc. Oh, Voilà. Ça sera la Un première mini. Ce serait la première dédicace qu'on Et m'aura ça, c'est faite moi. avec un Mont Blanc. À la Oui. Baule, à 6 ans. Ah oui, il y a cette photo. J'en ai vu une autre également. Je ne sais plus où, sur Internet Sur peut-être. Facebook, oui. Mais quand j'avais photographié la photo, elle n'était pas très bonne. Et c'est mon cousin, le même, qui a fait toute une série magnifique à cette époque-là. Et je suis sur la table et sur la terrasse. Voilà, une photo merveilleuse de moi à cette époque-là. Je trouve que je n'ai pas changé. J'allais te dire, tu n'as pas beaucoup On changé. me dit, tu te reconnais. Mais tu ne portes plus de smoke aujourd'hui, ni de bloomer, c'est ça? Heureusement, alors ce serait dangereux alors, pour les pervers, c'est qu'ils te disent. Il y a tout dans les pervers. Ça. Je connais un peu aussi. Non pas que je suis un pervers, je connais un peu, je suis toujours passionnée pour les fantasmes humains. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ton accueil, Domitille. C'est dans ce très très bel endroit, cette maison de famille. On se croit vraiment, alors on est à 2 km à vol d'oiseau de Paris, on se croit vraiment à la campagne. Oui, c'est calme, le silence, on entend les petits oiseaux, alors qu'on est ici en plein cœur de Neuilly. C'est vraiment un très bel endroit. Un de mes amis qui signe sous le Hot, qui a fait aussi un petit montage sur ce livre sur Facebook. Et en face de moi habite Roberto Benzi. Et il répétait, je crois que c'était les Noces de Figaro, et on a pu en live prendre de la musique au moment où je parlais de l'opéra, c'était extraordinaire. Et on l'entend dans ce montage. Là, malheureusement, je n'ai pas cette chance aujourd'hui. Bon, on va y aller. Merci encore.